Avec le lancement des travaux des rocades de Kinshasa, oui, une cérémonie présidée c'est samedi par le président Félix Tshisekedi, les fruits de contrat Chine-RDC, contrat révisé, comme vous le savez. On est passé de 3 milliards à 7 milliards de dollars. Dans cette enveloppe, beaucoup de travaux seront lancés à travers l'ensemble du pays. Oui, c'est un premier acte qui vient concrétiser ces nouveaux rapports révisés. Est-ce que ces travaux vont arriver à leur terme lorsqu'on sait que lors du premier quinquennat, Félix Tshisekedi a lancé beaucoup de travaux à travers les pays. Certains ont souffert énormément, d'autres complètement abandonnés jusqu'à aujourd'hui. On parlera aussi du gouvernement Souminon Toulouka et de ce qui s'est fait réellement dans la ville de Mbujimaï, parce que nous recevons sur ce plateau un élu de Mbujimaï, Toby Kayumbi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher frère. Vous êtes député national, élu de la ville de Mbujimaï. Mais une question pour commencer, à peine rentré au pays, pistonner rapidement, dire Kaba aux ITPR, avec Alexis Guizaro, qui continue d'ailleurs, et puis député national. Comment expliquer cette ascension lorsqu'on sait que ces élections ont vu beaucoup de poids lourds, n'est-ce pas, laisser les plumes? Merci beaucoup pour la question. Je pense, Primo, il faudrait d'abord que je puisse attribuer cette ascension à l'Éternel, notre Dieu, parce que je suis un fervent croyant dans la destination. Et je pense aussi que le destin, il est divin. Alors, c'est pas que j'étais parti du pays et à peine rentré, j'ai intégré le ministère des Infrastructures et j'ai toujours été ici pour des raisons d'éducation. J'étais à l'étranger pour les études, mais j'étais rentré en navette. Je faisais le Congo. Je venais régulièrement participer aux différentes réunions, meetings de mon cher parti UDPS, mais entre-temps, je poursuivais aussi les études à l'étranger. Donc, voilà, ça c'est que je pourrais mentionner en premier lieu. Mais aussi, je veux dire que j'ai assumé les fonctions en tant que vice-président de l'UDPS Canada, section Calgary. Donc, on a quand même un parcours. Nous ne sommes pas des parvenus au sein du parti. Et c'est sur le même ordre d'idée que nous avions été demandés par les partis de revenir au pays parce que le chef de l'État, dans sa vision de renouvellement de la classe politique et aussi soutenir les jeunes qui avaient les talents, les jeunes ambitieux, c'est comme ça que nous avions été demandés par les partis de revenir, ainsi d'apporter notre petit appui au programme du chef de l'État. Donc vous faites partie de cette diaspora mieux servie que ceux qui sont au pays. D'ailleurs, on sent tout le temps la frustration dans l'opinion. Certains pensent que la diaspora est venue plomber le travail du président Tshisekedi parce qu'ils sont quand même très nombreux, des conseillers, des ministres et ceux qui occupent des grands postes et qui gèrent beaucoup de structures et des projets. Mais ça n'a pas été très fameux à ce niveau-là. Est-ce que la diaspora est mieux outillée que ceux qui ont combattu sur le terrain? Je ne dirais pas que la diaspora est mieux outillée que ceux qui ont combattu sur le terrain, mais nous avons tout un service qui gère les ambitions. Alors, dans la gestion d'ambition, la diaspora a un quota. Ceux qui sont d'ici ont un quota. Donc, moi, j'ai été pris dans le quota de la diaspora. Mais, étant membre de l'UDPS et combattant de la première heure. Donc, voici comment je peux répondre à cette question. Alors, vous êtes arrivé au pays, il n'y a pas que vous, hein, c'est beaucoup de membres de l'UDPS, la diaspora, de l'Europe, du Canada, des États-Unis. Le président Tshisekedi, peut-être grâce à vos idées, n'est-ce pas, a lancé beaucoup de travaux. Je dois rappeler ici le projet 100 jours. L'issue, on ne sait pas comment ça s'est fini avec ces procès. Il y a, dans ces projets, il y avait Tchilegelou, au Kassai, il y a beaucoup de chantiers lancés sans lendemain meilleur. Toby Kayumbi, vous étiez un moment aux ITPR. Qu'est-ce qui a bloqué la machine? La machine n'a jamais été bloquée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les projets lancés par les chefs de l'État ont été exécutés. Certains ont atteint des taux d'exécution de 100%, certains de 80%. Certains ont connu, bien sûr, des difficultés, mais jamais ne sont venus aux arrêts.
et certains projets ont aussi été réqualifiés. Mais dire qu'il y a des projets qui ont connu un blocage et ont été aux arrêts, je ne pense pas que ça serait le cas. Non, mais je peux évoquer ici le projet Chile-Gelou, au Kasaï oriental, en Bujumaï, ou même dans la ville de Kananga, où je peux évoquer le projet Zéro Trou à Kinshasa. Il y a beaucoup de trous ici, hein, et ça il faut le dire. Les Kinois voient ça, vous dites que c'est en partie ou à terme. Comment expliquez-vous cette grande différence entre ce qui est attribué comme projet et les résultats finaux? Bon, comme j'étais en train de le dire que les projets ne sont jamais arrivés aux arrêts, il y a les projets qui ont connu un taux élevé d'exécution, certains un taux faible, mais dire que les projets sont arrivés aux arrêts, ce n'est pas le cas. Prenons l'exemple du projet Chile-Gelou, parce que vous l'avez évoqué, dans l'espace Grand Kasaï, précisément à Lonzian Bujumaï, parce que je suis un élu de là, mais on va survoler aussi d'autres provinces de l'espace Grand Kasaï. Le projet qui a été lancé a connu une réqualification. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces projets étaient donnés à l'entreprise Crexet qui devait l'exécuter. Dans le contrat qui a été signé, il y avait ce que nous appelons la période contractuelle où les projets devaient être exécutés. Par exemple, dans l'espace Grand Kasaï, ces projets devaient prendre à peu près 36 mois. Ici, à Kinshasa, c'était dans les 20 quelques de mois, je crois 26 mois, si je ne me trompe pas. Après évaluation du projet, nous avons trouvé que les taux d'exécution et les taux plutôt de décaissement ne s'accordaient pas. Je vais m'expliquer. Parce que c'est un projet qui a été sous préfinancement. Ça veut dire quoi? L'entreprise déboursait son argent, travaillait, et la partie gouvernementale payait les préfinancements du projet. Mais à un moment donné, nous avons remarqué que les taux de décaissement étaient élevés par rapport au taux d'exécution. Ce qui faisait que les projets commençaient à perdre son caractère de préfinancement. Vous allez me poser la question, mais comment se fait-il que nous sommes arrivés à avoir un taux élevé de décaissement par rapport au taux d'exécution? Parce que chaque mois, le gouvernement, par les trichements de Foner, déboursait un certain montant qui devait rembourser les prêts de l'entreprise. Mais l'entreprise a connu des problèmes, un peu d'ordre de la planification, aussi d'ordre d'exécution. En termes de logistique aussi, vous savez, Mbujimaï, une des provinces qui est vraiment enclavée, l'entreprise avait des difficultés de faire acheminer les équipements, les matériels et les matériaux en temps réel. Et surtout pendant la période de pluie, ce n'a pas été aussi facile que ça. Mais alors, pendant ce temps quand même, parce que s'il faut aller dans votre idée, l'argent est décaissé, les travaux n'avancent pas, est-ce qu'on ne peut pas donner raison finalement à un des cadres de l'Union sacrée des Mbujimaï, il était d'ailleurs ministre, qui a dit « Nous sommes des voleurs, nous qui entourons le président ». Tu sais qu'il dit, est-ce qu'il y a eu des conseillers qui se sont interférés dans certains travaux, par exemple, ou certains projets avec des détournements dans toute impunité et ce qui a bloqué la machine? Parler de détournement, je ne pense pas. Un projet préfinancé, comment vous pouvez détourner? Parce que c'est l'entreprise qui va contracter les crédits. C'est l'entreprise qui met ses moyens. C'est l'entreprise qui exécute. Et nous venons pour rembourser. Mais dans quelle rubrique vous allez vous retrouver pour détourner l'argent? Mais je pense peut-être que c'était un problème de planification, comme j'étais en train de le dire. Donc l'entreprise, en projetant les grands scopes du projet, a tenu compte de l'exécution au niveau de Kinshasa comme un benchmark et sans tenir compte de certaines réalités dans les provinces, dans l'espace Grand Kasaï, qui était totalement enclavé. Et cela a été la raison du retard dans l'exécution des projets. Mais dire que les projets étaient aux arrêts, on ne pense pas. Alors, nous avons eu à interpeller l'entreprise, un peu pour clore sur ces chapitres. Nous avons eu à discuter avec eux. Nous avons réqualifié les projets avec l'entreprise Crexet, qui nous avons trouvé que même le coût du projet en soi, parce que vous parlez de détournement, le coût du projet en soi était très faible. Donc, les taux qu'ils avaient donnés, peut-être les prix par les kilomètres exécutés en province, comme Kinshasa, il y avait une très grande différence. Ils n'avaient pas tenu compte de cela.
et l'entreprise s'est trouvée dans l'incapacité de continuer à exécuter les projets au coût qu'ils avaient donné. Alors, est-ce des projets conçus, montés à la hâte, peut-être qui cacheraient, n'est-ce pas, certains intérêts mesquins des individus? Parce que l'exemple typique aussi, c'est la route Kalamambouji, Kananga, cette route qui est censée, n'est-ce pas, permettre à l'espace Grand Kasaï de diminuer la dépendance vers le sud, hein, donc désenclaver l'espace Grand Kasaï. Cette route, on a vu les images. À la TNC, le chef de l'État a lancé les travaux avec pompe, il y a eu beaucoup de promesses, des beaux discours. Après un moment, tout s'est arrêté. Personne pour demander des comptes à personne, personne pour justifier, rien du tout. Et cela aussi, c'était lié à l'entreprise qui avait des problèmes, des difficultés d'acheminement des matériels ou un projet monté avec un financement faible. Comment expliquez-vous cette route qui était attendue par les Kassaïens, mais les travaux n'ont pas été exécutés? Merci. La route Kalambambouji étant une des routes majeures dans l'espace Grand Kasaï, une des transafricaines, qui d'ailleurs, le désenclavement de l'espace Grand Kasaï dépend de cette route. Donc j'étais en train de parler de l'entreprise Crexet qui exécutait les travaux chez les Genoux. C'est la même entreprise qui exécutait aussi les travaux sur Kalambambouji. Alors dire que le projet a été monté à la hâte, je me réserve de les dire ou de les confirmer parce que ce sont les projets que nous avons hérités quand nous sommes arrivés. Mais aussi, en réqualifiant les projets sur les Genoux, nous avons tenu compte de la route Kalambambouji qui a été exécutée par la même entreprise. Un peu comme je l'ai dit avant, c'était un problème de planification de l'entreprise qui n'a pas tenu compte de certaines réalités au niveau des différentes provinces qui constituent l'espace Grand Kasaï. Mais aussi, avec cette entreprise, ce que nous avons fait, on a eu un maître de mise en demeure et pour finir, nous avons résilié les contrats avec Crexet sur les projets Chili-Gelou ainsi que la route Kalambambouji pour attribuer cela à d'autres entreprises. Et ces projets ne sont pas aux arrêts, les travaux sont en exécution. Peut-être pour clore ce débat autour de l'espace de Grand Kasaï, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une réunion BSECO, ministère des ITPR, société civile du Kasaï, les élus du Kasaï aussi, d'espace Kasaï, pour cette fois relancer les travaux de Kalambambouji sur le 220 ou 230 km, asphalter cette avenue. En même temps, le chef de l'État a lancé les travaux des rocades de Kinshasa pour 63 km pour désengorger un peu les centres-villes. Est-ce qu'aujourd'hui on est parti sur les bons pieds? Lorsqu'on se rappelle par exemple qu'en janvier, le président Tshisekedi qui prêtait serment a dit aux Congolais qu'il va éviter les erreurs du passé. Parce que vous parlez des entreprises qui sont venues sans matériel, peut-être les études n'ont pas été bien faites, même si vous évitez de les dire de manière claire. Est-ce que cette fois, vraiment, on repart sur les bons pieds pour que d'ici 3 ans, qu'on asphalte complètement Kalambambouji, d'ici 3 ans, que les sud-est soient reliés au sud-ouest de Kinshasa? Oui, je peux vous garantir que nous sommes répartis sur les bons pas, parce qu'après évaluation, il y a eu quand même certaines mesures correctives qui ont été mises en place afin d'éviter les erreurs du passé. Nous prenons par exemple le cas de Kalambambouji qui aujourd'hui sera financé dans l'enveloppe de ces communes. C'est pour dire que l'argent est là. Mais dans le passé, il fallait attendre les recettes du trésor public par les trichements de BSECO, effectuer les paiements. Ce qui faisait que les travaux pouvaient avancer, mais pas vraiment comme on les voulait. Parce qu'il fallait que l'entreprise attende les paiements du trésor public afin d'exécuter les travaux. Mais cette fois-ci, l'argent est là. C'est pour dire que les travaux de Kalambambouji, ainsi que les travaux qui sont lancés par les chefs de l'État un peu partout à travers le territoire national, vont connaître une exécution beaucoup plus accélérée. Est-ce que ceux qui vont exécuter les travaux aujourd'hui ont été sélectionnés de manière rigoureuse ou on est parti sur la familiarité, le parti politique, les dictats des autorités morales et autres? Non, ce sont les entreprises chinoises, ce sont les entreprises qui sont dans la structure avec ces communes. Et le suivi sera bien fait? Est-ce qu'on a mis des gens intègres qui ne vont pas se faire dégraisser les jambes et puis retarder
l'exécution de ces projets? Parce que rappelez-vous que l'IGF avait produit son rapport par rapport à l'exécution de ces contrats Chine-RDC. On a compris que l'État était perdant dans tout ce qui a été fait ici. Non, je pense qu'avec le ministère des Infrastructures étant comme maître d'ouvrage, la CGT comme maître d'ouvrage délégué, ainsi que le BTC, le Bureau technique de contrôle, il y aura un suivi rigoureux de ces travaux pour se rassurer qu'ils sont exécutés à temps et dans le budget. Donc dans 3 ans, nous aurons Kalamambouji asphalté et la route de contournement Kinshasa dans 3 ans, dans achevée. moins de 3 ans, nous pouvons vous dire que ces travaux seront à la fin. Vous êtes élu d'Mboujimaï, cette province du Kasaï oriental qui a connu un exode sans précédent, en tout cas ces 10 dernières années. Vous êtes élu, vous avez battu campagne, j'espère que vous irez là pour les vacances parlementaires. Quelles sont les grandes priorités de cette province? Parce que tous ceux qui viennent de là, ou ceux qui vont déjà à l'aéroport, on constate que la misère est très lisible. Je pense que pour ma province, les grandes priorités, je vais parler d'abord des désenclavements de cette province. Qui parle de désenclavement, voit les infrastructures routières. J'ai hâte de voir vraiment que les travaux de cette route, la nationale numéro 1, être totalement achevés. Je voudrais aussi, je pense que d'ici le mois prochain, le chef de l'État pourra se rendre au Kasaï oriental pour le lancement de la RN2, la route qui connecte vers Kabinda et puis va vers l'est de notre pays. Elle sera asphaltée aussi? Elle sera aussi asphaltée. Alors nous avons aussi un problème de sécurité. Comme vous le savez, dernièrement, il y a des guerres entre différentes communautés. Je pense que nous avons adressé une correspondance au VEPAM de l'Intérieur ainsi que celui de la Défense pour qu'ils puissent mettre un accent sur un problème de sécurité dans la province du Kasaï oriental. Il y a un problème de santé, il y a un problème d'éducation, mais aussi la relance économique. Je pense que ce sont les priorités pour ma province pour le moment. Le président Tshisekedi, alors candidat en tout cas à l'époque, avait dit « Une fois élu président, dans 100 jours, je relance l'AMIBA ». 5 ans sont passés. Aujourd'hui, nous avons consommé 6 mois. Les dirigeants de l'AMIBA font des navettes à Kinshasa. En tout cas, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis quelques années, c'est des navettes à Kinshasa sans solution. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour relancer définitivement ces poumons économiques, hein? À l'époque, c'était pour tout l'espace Grand Kasaï d'ailleurs. L'AMIBA, c'était 2 500 000 $ chaque mois injectés dans l'économie. Qu'est-ce qui a manqué au président Tshisekedi pour relancer la minière de Bakwanga? C'était la promesse du chef de l'État et le chef a respecté sa promesse. L'AMIBA relancée? Dire relancer l'AMIBA, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Je pense, comme vous l'avez remarqué, juste après l'élection du chef de l'État, même bien avant cela, il y a eu une série de nominations au sein de cette société, mais aussi il y a eu des processus de la relance de l'AMIBA qui ont commencé par des contacts à l'étranger, un état de lieu de l'entreprise où nous sommes. D'ailleurs, hier ou avant-hier, nous avons reçu le DG de l'AMIBA ainsi que le PCA et nous avons eu à discuter à bâton rompu sur cette question qui provoque vraiment la population escassaïenne, les chefs de l'État, moi-même y compris. Et je peux vous garantir que dans les jours à venir, l'AMIBA sera relancée. Et d'ailleurs, je pourrais aussi vous confirmer que le DG de l'AMIBA avec qui nous avons eu des discussions, nous a confirmé que certains engins qui ont été déjà payés sont en route, en train d'être encheminés pour aller au Kasaï oriental. Il faut combien de millions finalement pour l'AMIBA? Parce que ça, c'est un discours déjà entendu. Les engins arrivent, quelques engins peut-être. Et puis, ça ne relance pas la machine. On a vu l'autre fois la GECAMINE qui avait, ou la CNCC, je crois, qui avait prêté quelques engins, n'est-ce pas, à l'AMIBA. Toujours rien. Il faut quoi finalement pour parler d'une relance définitive? Les données en notre possession parlent d'un chiffre d'à peu près de 45 millions de dollars. Pas pour relancer totalement l'AMIBA, mais ça va leur booster pour commencer quelque part.
Parce que la relance de l'AMEBA dépend aussi de sa production. Donc, avec ces engins qui seront mis à la disposition de l'AMEBA, je pense que l'AMEBA sera en mesure de reprendre sa reproduction normale et relancer ses activités comme il le faut. Alors, vous aviez investi, il y a quelques jours, le gouvernement souminois, après que ce dernier ait soumis son programme à votre appréciation. Est-ce que quand vous avez parcouru cette feuille de route, appelons ça comme ça, est-ce qu'il y a des priorités telles qu'énumérées là, qui sont inscrites dans ces programmes? Oui, il y a des priorités. Je pense que la priorité, la toute première des priorités, c'est d'abord la sécurité. Okay? Je pense que dans les programmes quinquennales de ce gouvernement, il se penche beaucoup plus sur la sécurité de notre pays, la connectivité aussi des territoires, ce qui fait partie de sécurité, plutôt des infrastructures, les problèmes de santé et les problèmes de la relance économique. Donc, je pense que c'est un programme qui répond aux attentes de la population. Judith Soumino Tuluka, pour mettre en œuvre ces programmes, devait avoir les mains libres pour donner les meilleurs d'elle-même et surprendre peut-être les Congolais. Mais l'opinion est inquiète par rapport au comportement de l'IDPS, votre parti politique, qui veut faire ombrage à tous les niveaux, semble-t-il, Samuel Lukonde en a beaucoup souffert, et certains ministres, d'ailleurs pour preuve, il y a même une circulaire en ce moment, du sujet de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui demande aux ministres de ne pas composer les cabinets, d'attendre des listes qui viendraient des partis politiques. Est-ce qu'on est parti encore pour des pleurs et des grincements des dents? Mais en quoi cette circulaire fait ombrage? Si un ministre veut composer son cabinet, c'est qu'il a besoin de choisir des compétences selon la vision que ce dernier a de son ministère, mais si c'est donc des noms parachutés comme ça, qui vont, certains se comporter comme des agents de renseignement ou des antennes pour les partis politiques. Mais ces compétences, il les trouve où? Cette base de données, où est-ce que le ministre puise ses compétences? N'importe où, en tout cas, selon mon humble avis, c'est-à-dire dans la société, dans son parti politique. Quel est son parti politique? IDPS, bien évidemment. Bien sûr, donc cette base de données, elle est au niveau de l'IDPS. Donc le ministre ne peut qu'aller au sein du parti, au sein de l'IDPS, pour prendre ses compétences ou puiser ses compétences. Si le casting doit être fait, la base de données, elle est au niveau de l'IDPS. Donc le ministre doit se référer à l'UDPS. Le ministre doit travailler en collaboration avec son parti parce que vous devez comprendre d'abord c'est un ministre issu de l'UDPS. Comme vous le savez, ce n'est pas quelque chose à cacher. Les ministères sont distribués sur base des poids politiques. Donc un ministre qui est UDPS, il est redevable à son parti. Les ministères, c'est un ministère de l'UDPS. Il faudrait que ceux-là qui sont issus de l'UDPS puissent assister le ministre à arriver à accomplir la vision du chef de l'État. Vous n'allez pas prendre un opposant. C'est après concertation. Non, c'est après concertation. On n'oppose pas. On n'oppose pas. Parce qu'on a toute une commission qui gère les ambitions. Donc, et c'est dans cette commission où les castings se fait. C'est dans cette commission où les différents profils sont filtrés. On n'impose pas au ministre. Et je ne vois pas en quoi la circulaire du secrétaire général ferait ombrage au bon fonctionnement des différents cabinets de ministres issus de l'IDPS. Parce qu'ici, nous parlons de ministres issus de l'UDPS. Vous étiez dans la salle de plénière lorsque cette députée nationale, son nom m'échappe, a mis la puce à l'oreille de la première ministre, certainement qu'il connaît bien cette réalité, pour dire il ne faudra pas que vous soyez noyé par votre parti politique. Si il veut le faire, démissionner. Sinon, ça sera la honte des femmes. Ça aussi, ça ne vous surprend pas que dans l'opinion que cette pensée puisse circuler de manière virale? Est-ce que l'IDPS fait ombrage ou met les bâtons dans le roues de certains animateurs? Je vous ai retourné la question. En quoi l'IDPS ferait ombrage? Avec un cabinet parallèle, peut-être au niveau de la présidence, des conseillers véreux qui donneraient des injonctions à la première ministre, tous les conseillers qui sont de la présidence ne viennent pas de l'UDPS. Ça, vous le savez. Le cabinet du chef de l'État n'est pas constitué seulement de membres de l'UDPS. Commençons par son directeur de cabinet. Est-il de l'UDPS? Le directeur de cabinet du chef de l'État qui vient d'être nommé, est-ce qu'il est UDPS? Il n'est pas UDPS. Et en quoi UDPS ferait ombrage?
Je pense que ce sont les accusations de gens de mauvaise foi et nous ne pouvons pas prêter l'oreille à ça. UDPS, c'est un parti qui prône la démocratie et jamais nous ne ferons ombrage au Premier ministre. On ne l'a pas fait avec le Premier ministre Sama Lukonde et on ne le fera pas avec Donc il n'y aura pas d'intimidation du parti UDPS on n'a jamais à l'égard de la Première ministre. On n'a jamais intimidé, on ne le fera jamais. La Première ministre, elle est fille maison, elle restera. En quoi elle va subir des intimidations? Alors, je vais terminer. Quelle est votre vision globale pour les Congos d'ici fin 2028? Comment vous voyez les Congos lorsque Tshisekedi sera prêt à passer la main au nouveau président élu? En tant que citoyen congolais, d'ici 5 ans, je voudrais que le chef de l'État nous laisse dans la même vision du chef de l'État, parce que ce sont ces traces que nous suivons, qui nous laissent un Congo uni, prospère et fort. Les débats sur qui sera dauphin, qui ne sera pas là, est-ce que ça traverse déjà les esprits au niveau des leaders? Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas les moments. Merci beaucoup, Toby Kayumbi. Vous êtes député national élu de l'IDPS, élu à Mbuji-Mayi. Avec vous, on a parlé de ces lancements des travaux. Ça sera un peu partout à travers les pays parce qu'il y a eu une nouvelle enveloppe ici des contrats des entreprises chinoises et la RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis de partout, surtout la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental. J'ai reçu votre député national, Toby Kayumbi. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.